En fait, moi maintenant, je vois l'Union européenne comme une table de mixage. Et tu as plusieurs curseurs. Ils avancent les curseurs. Ah, là, ça gueule un peu. Ah, on va le baisser. On va. Ah, mais ils en remontent un autre. Et quand tous les curseurs seront rendus là, on sera entièrement piégé. Mais ça se voit. Ils veulent donc nous piéger en enlevant l'argent liquide. Dans le même temps, ils ont fait les compteurs Linky. Exactement. Faut pas oublier que les compteurs Linky, c'est Big Brother chez toi. Hein, et justement, je fais la parenthèse sur les Linky. Rappelez-vous, c'est pas si vieux que ça. Je crois que c'est l'année dernière. Parce qu'ils nous ont terrorisés en disant il y aura pas assez d'électricité, achetez des bougies. Oui. Vous vous souvenez de ça? Hashtag mets ton pull. Mets ton pull et ainsi de suite. Eh bien, alors je sais plus quel ministre avait déclaré, ministre de l'énergie ou je sais pas quoi. Il est fort possible que grâce au compteur Linky, nous puissions bloquer la consommation de telle heure à telle heure. Mais bien sûr. Voilà, je referme la parenthèse. Mais ils le feront. C'était il y a un an. C'est vrai. Ils sont d'une perversité que les gens n'imaginent pas. Ils font sciemment des conneries. Faut se dire les choses. Mais c'est pas parce qu'ils sont nuls. Enfin, ils le sont peut-être un peu, mais le plan est là. Non, moi je pense qu'ils sont pas si nuls que ça. C'est un plan. C'est un plan d'asservissement de la population qui est en train de se mettre en place. Et d'humiliation psychologique. Alors, ça passe par l'humiliation permanente. C'est obligatoire d'humilier les gens, justement, pour qu'ils se soumettent. Ils n'ont aucune empathie envers le peuple français. Zéro, nada. Zéro, rien du tout. Donc, qu'il y ait quelqu'un qui meurt dans sa bagnole, ils s'en foutent, ça en fait un de moins. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'ils pensent, ces gens-là. Et c'est là où je suis d'accord avec ce que dit le général de Villiers. Là, dans son dernier livre, il faut maintenant réarmer parce que on va aller vers des conflits. C'est à peu près sûr. Et de toute façon, quand on voit à quel point Emmanuel Macron aimerait avoir le conflit avec la Russie, mais enfin, comment ça lui permet de rester au pouvoir. Mais bien sûr, et puis qu'il n'y ait pas d'enquête, surtout. S'il reste au pouvoir, il n'y aura pas d'enquête. Ursula von der Leyen, c'est pareil. Ils ont la trouille, c'est très bien. Et moi, je pense que la course dans laquelle on est là en France, la course à l'échalote, c'est pas qu'en France, hein, ce qu'ils imposent comme ça à toute vitesse, c'est très européen. Ça prouve qu'ils ont peur. Ça prouve qu'ils ont peur. C'est-à-dire que von der Leyen, Macron, malgré tout, ils ont des craintes. Oui. Ils sont pas sûrs de... Ah, je suis certaine qu'ils ont la trouille. Ils ont peur qu'ils se fassent pirater, que tous leurs messages, en fait, ressortent et donc attisent la colère du peuple. Donc, en ce moment, on voit bien que tout ceci est très, très fragile. Hein, on est bien d'accord. Bien sûr. C'est vraiment très, très net. Et tout est piratable. Tout est piratable. Et quand ils auront mis tout l'argent, quand ils auront enlevé les liquidités, pirater un compte, ça sera très facile. Et le pire, c'est que en plus, les comptes, ils mettent l'argent à obsolescence programmée. Si t'as pas utilisé ton argent à telle date, t'auras plus rien, ça sera zéro. Walou. Et mais les gens ne l'ont pas compris. C'est comme dans les parcs d'attractions. Hein, c'est un peu l'idée. Voilà. C'est fou, mais pour eux, les gens, l'euro numérique, c'est en gros payer avec sa carte bleue. C'est ça, en fait. Mais on voit quand même bien qu'ils créent l'accoutumance, tu vois. C'est-à-dire, tiens, Apple Pay, les machins, hop, cling. Comme c'est facile. Bah oui, mais c'est tellement facile que c'est grâce à ça. Puis, en plus, c'est pas nous qu'ils visent. Parce que nous, on est trop vieux, on est des réfractaires. C'est les jeunes qu'ils visent. Moi, par exemple, je ne paye jamais avec les machins. J'ai désactivé tous ces trucs-là. Et j'essaie d'utiliser le plus possible l'argent liquide. Parce qu'en plus, quand on utilise l'argent liquide, eh bien, c'est de l'argent en moins qui va dans les banques, puisqu'à chaque fois, ils prennent une taxe sur un paiement par carte. Donc, mais justement, il y a eu... C'est une forme de résistance. Il y a eu ce mouvement Bloquons tout en septembre. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris? Non, ça n'a pas pris. Pierre. Ça n'a pas pris tout simplement parce que les gens aiment bien le confort. Parce que là, on parle. En fait, il y a deux choses. Il y a ce que l'Europe veut installer, c'est-à-dire la monnaie numérique. Mais jusqu'à présent, tous les tests qui ont été faits, en fait, ils veulent copier le Bitcoin. Ça ne marche pas. En revanche, ce qui fonctionne très bien, effectivement, c'est le sans contact. Donc voilà, et le sans contact, le confort prime toujours et remporte la mise à chaque fois. Par exemple, les billets de banque ont remplacé le fait d'avoir des pièces d'or et des pièces d'argent, 2 tonnes de pièces d'argent dans les poches. Hein, je rappelle. Donc le sans contact va remporter la mise.
Et effectivement, votre banque saura les renseignements généraux, puisqu'ils sauront tout exactement de A à Z, tout ce que vous achetez tous les jours, et où vous allez, et ce que vous faites. C'est un système de renseignement absolument incroyable. Nous sommes maintenant, je dirais, environ 6 millions de personnes qui refusons ce crédit social à la chinoise. Enfin, bientôt c'est l'Union soviétique. Enfin voilà, on est à peu près 6 millions de personnes. Faut pas me dire à moi que 6 millions de personnes ne peuvent pas déclencher un mouvement de masse qui puisse mettre à mal le discours. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se déclenche pas? Parce que les gens ont été anesthésiés avec le... Même les 6 millions? Le Covid. Non, les 6 millions sont pas anesthésiés, c'est vous et moi, c'est beaucoup de gens dans la population, mais les gens ont peur. Et comme je dis, on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir peur. Par contre, moi, je me dis, il faut rassembler parce que, en fait, il faut pas aller chercher des gens qui ont peur. S'ils ont peur, c'est pas la peine. Ils n'iront pas. Il faut aller chercher les gens maintenant qui ont suffisamment de coronesse pour aller se mettre dans la gueule du loup et secouer un petit peu tout ce qui est en train de se passer à l'Élysée. Parce que ça peut quand même pas durer. Les gens, on est à 12 ou 15 millions de personnes qui vivent avec presque rien. Quand t'as 2000 balles, tu t'en sors pas. Quand t'as 2 salaires, tu t'en sors pas. On est harcelé matin, midi et soir sur les bagnoles, t'as plus le droit de retirer 200 €. Maintenant, il va falloir déclarer quand on donne un petit billet à ses enfants. Non, mais on va où ? On va où ? Si tu veux, ils continuent à installer le narratif de la peur qui s'est terminé avec la crise sanitaire qu'on a connue. Donc maintenant, il faut passer à la guerre. Tu comprends ? Il faut que les gens aient la trouille. Parce que comme ça, on pourra leur prendre encore plus de pognon. La faillite et la guerre. Mais complètement. Mais il faut quand même que les gens comprennent ça. Ils vont, Davos, compagnie et toutes les organisations supranationales, vont plumer les peuples. À l'époque, moi, pendant le mouvement, j'ai été contactée par des généraux. D'accord. Donc de l'armée française, quand même. Ce sont des gens sérieux. Et il y en a un qui m'a dit, vous êtes passé à ça de faire tomber le gouvernement. Ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que quand il y a eu les événements de l'Arc de Triomphe, en fait, le gouvernement s'est employé dans une autre politique de décrédibilisation Absolument. du mouvement. Et ça a fonctionné parce que après, alors évidemment, il y avait beaucoup de gens, mais à la base, je dirais, les 15 premiers jours, c'était des gens vraiment très, très sincères. Il y avait énormément d'entrepreneurs dans ce mouvement. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, une fois qu'il y a eu les événements de l'Arc de Triomphe, enfin, moi, j'ai regardé les images il y a pas très longtemps. Mais enfin, c'était des scènes de guerre. On était en guerre. Et quand Emmanuel Macron dit après, au moment où il déclenche les confinements, « Nous sommes en guerre », il a oublié le reste de sa phrase. Il est en guerre contre le peuple français. Alors, puisque nous subissons une guerre, il va bien falloir qu'à un moment, on se défende. Mais est-ce que, justement, ce train n'a pas été raté définitivement ? Non. Ah non, non, non. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'ouverture, c'est le commencement des nouveaux modes de mobilisation, et ça ne s'arrêtera pas. Parce que tu peux remarquer que avant les Gilets jaunes, personne ne demandait des comptes à l'État. Aujourd'hui, tout le monde veut savoir comment notre argent est dépensé. Et quand il y a des gabegies, quand Macron dépense 1 milliard dans sa communication, on aurait pu construire combien d'hôpitaux avec ça ? Donc maintenant, on veut savoir au centime près, au centime d'euro près, comment est dépensé notre argent. Tout ce qui est dilapidé dans des bêtises, dans des repas, dans tout ce que tu veux, dans des taxis, dans tout ce que tu veux, ça doit être remboursé au peuple français. C'est l'argent du peuple français, il doit revenir au peuple français. En fait, il y a eu le mouvement des bonnets rouges à Quimper. Ouais, moi, j'ai fait le reportage. Voilà, on a toutes les photos là sur le site. C'était déjà. Alors, c'était très intéressant ce que Jacqueline vient de dire, parce que à ce moment-là, c'était également pour mettre en place des systèmes de photographie et de péage pour l'écotaxe. voilà, la fameuse écotaxe. Ouais. Et en fait, on a appris
j'ai appris un peu plus tard qu'en fait tout ce système de perception de l'écotaxe, donc des milliards sur le long terme, eh bien ça allait dans la poche d'une banque qui s'appelle Goldman Sachs. On pouvait pas encore tout est lié. Non, mais c'est complètement dingue. Je veux dire, mais à la limite, j'aurais vu la BNP, Société Générale, Crédit Agricole, je me suis dit bon, pourquoi pas. D'accord, non, mais que vient faire Goldman Sachs là-dedans, dans l'écotaxe, au fin fond du Morbihan, à Vannes, à Quimper ou à Quimperlé. Voilà, et ça avait déclenché le mouvement des bonnets rouges. Oui. Donc ensuite, il y a eu le mouvement des gilets jaunes, mais après, moi je pense que maintenant, comme ils savent très bien que la France va faire faillite, ou que le FMI va mettre son nez dedans, exactement comme pour la Grèce en 2010, 2011, 2012. Donc, en plus, on va être bombardé de taxes. L'URSSAF, aujourd'hui, ne fait absolument pas de cadeaux. Je pense que vous avez des informations supplémentaires là-dessus. Donc, effectivement, il y a cette... vous savez, c'est un peu comme les prisonniers. C'est comme les prisonniers, il faut les humilier, il faut les tabasser pour le reste de leur séjour, ils se tiennent à carreau. Ben, c'est exactement ce que fait Macron depuis toutes ces années. Il y a cette volonté d'humilier les Français. Je veux dire, forcer les gens, tu donnes 50 ou 100 euros aux gamins, ah oui, mais il faut le déclarer. Mais c'est de l'humiliation. À partir du 1er janvier 2026. Oui. C'était déjà le cas. Et puis quoi encore Non, mais il y a un moment... C'est l'humiliation, c'est psychologique. Moi, je dis, ils ne s'arrêteront que si on les arrête. Il n'y a pas... Si tu veux, le stade... Moi, je suis une modérée. Je suis pas du tout dans le radicalisme. Mais on a dépassé le stade de la modération. Largement. Là, maintenant, on est obligé de devenir radicaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est élection, par exemple 2027, parce que là, on en parle de 2027, tout ça, c'est bidon, ça ne changera rien. Bien sûr que non, que ça changera rien. Mais de toute façon, notre problème actuel, c'est l'Union européenne. On a beau dire, tous les candidats, moi, je pense qu'à la base, il y en a qui sont sincères, hein. Il y en a qui sont là pour les places, mais il y en a qui sont sincères. Et ils ont beau dire, on va changer ceci, cela, mais ils feront rien du tout tant qu'on est dans cette Union européenne. Je refuse cette dictature européenne qu'on a actuellement, qui consiste à démolir les nations pour faire une espèce d'Union européenne fédérale, pardon. Et puis, d'ailleurs, on voit bien, on est à la limite de la défense européenne, là. Mais non. C'est-à-dire qu'il faut le Frexit. Ah bah moi, je suis 100% pour le Frexit aujourd'hui. Je ne l'étais pas, il y a 5-6 ans, mais aujourd'hui, si. Je suis à 100%. Il faut sortir de l'Union européenne parce qu'y rester sera bien pire. Et on le voit de toute façon quand on voit comment ils sont en train de démolir notre souveraineté alimentaire. Mais regarde ce qu'ils font aux agriculteurs. En plus, c'est des faux prétextes. Je veux dire, ils sont en train d'abattre des troupeaux, mais partout, dans toute la France. Je veux dire, les pauvres agriculteurs, mais sont dans la détresse. Déjà qu'il y avait un suicide quasiment un ou tous les 2 jours, mais là, on arrive à des niveaux, et c'est volontaire. Et je le répète, Macron installe une organisation d'humiliation psychologique permanente. Et ça dure depuis quand même quelques années maintenant. Oui. En fait, ça dure depuis Hollande, techniquement. C'est-à-dire que Macron, qu'est-ce qu'il fait exactement? Voilà. Pourquoi il est placé et quel est son projet à lui réellement? Bah, on voit bien quel est son projet, c'est de détruire la France. Pardon, moi je l'ai annoncé 6 mois avant qu'il soit élu, la première fois. Et on voit aujourd'hui le résultat, c'est il a détruit la France. Je donne vraiment... On en a parlé ensemble, mais je redonne l'exemple. Après les confinements, il y avait quand même des entreprises, des petits commerces, des boulangers, qui ont réussi à garder la tête hors de l'eau, qui ont réussi à survivre. Survivre, c'est le terme. Oui. Eh bien, que fait Macron ? Il multiplie le prix de l'électricité par 2, voire par 3 pour les entreprises, et toutes les entreprises qui ont survécu après le confinement ont été tuées, littéralement. Le nombre, il y a eu quasiment, je crois que entre les coiffeurs, les boulangers, etc., même les grandes entreprises. Moi, j'ai vu des patrons de Lidl qui expliquaient qu'ils avaient supprimé l'éclairage, qu'on rentrait dans un Lidl, c'était quasiment une boîte de nuit, juste pour économiser sur l'électricité. C'est monstrueux. Il est en train de détruire tout le tissu économique, et en cela, il est raccord avec Davos. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, on l'a entendu tout à l'heure, mais leur plan est toujours là.
Bien sûr. Leur bien plan sûr. est toujours là, on le voit. Prenons l'exemple de ce qu'a dit le chef d'état-major. Il a dit dans 4 ans, il y aura la guerre. Bon, dans 4 ans, c'est quoi? 2030. C'est 2030. Mais- C'est l'agenda 2030. Mais- C'est l'agenda 2030. Voilà. C'est l'agenda mais 2030. ils s'en Bien sont sûr, jamais cachés. Bien sûr. Mais de toute Ils s'en façon, sont jamais cachés. le chef d'état-major, quand il dit ce qu'il a dit au Congrès des maires, premièrement c'est pas la place d'un chef d'état-major. Définitivement. Donc il avait rien à faire là. Il est en mission par Macron. Bien sûr. Et c'est un texte que Macron lui a dit de dire. En province, moi, les gens, quand ils viennent me voir, quand ils veulent discuter un petit peu, moi, je discute Ouais. avec tout le monde. Ils me disent tous, quand est-ce qu'on remet ça? Quand est-ce qu'on remet ça? Ah, quand est-ce Qu'il y a qu'on une remet volonté, ça? Ah oui. Ça, c'est clair. Mais si tu veux, on n'a pas besoin d'avoir... aujourd'hui, tu as plus de 80% des Français qui détestent Emmanuel Macron. Bon, j'en fais partie. 90 même. Oui, 90 même. Alors on va dire 89 parce qu'il était à 11 le dernier coup. Enfin, c'est tellement Qui sont-ils? honteux. Qui sont ces gens? Il n'y a pas besoin d'avoir 50 millions de Français dans la rue. Mais- Tu sais que toutes les révolutions se sont faites par des minorités. Tu sais que- Regarde l'histoire de Marcellin Albert dans la révolte des vignerons. Ah, tiens, raconte-nous. Eh ben Marcellin Albert, donc c'était au début du XXe, il y avait des histoires de vin frelaté, tout ça. Il a mobilisé tout seul, il n'y avait pas de réseau évidemment à ce moment-là, tout seul, il a mobilisé plus de 800 000 personnes. Tu imagines? Mais Et tu sais- après, il s'est fait avoir Tu par sais, j'ai le- eu ici, par il y l'État. a quelques semaines, l'ancien commissaire divisionnaire que tu connais, Maurice Signolet, Oui. quand même pas rien, commissaire divisionnaire. Et face caméra, hein, il a dit la France a besoin d'une insurrection. Ah oui, c'est dingue. Non mais là j'ai fait ah ouais, un policier qui a dit ça. T'imagines jusqu'où en sont les gens quand même, cher Pierre. Tout à fait. Néanmoins, les policiers ne sont pas les derniers à réprimer toutes les manifestations. On l'a vu récemment avec là, il y a encore 2-3 jours, avec ces pauvres agriculteurs qui sont en train de massacrer. Moi, j'apprécie beaucoup tous ces commissaires, fussiles de divisionnaires, mais ils parlent uniquement quand ils sont à la retraite. Ils sont bien gentils. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment aujourd'hui les policiers, les CRS, les gendarmes arrivent encore à obéir aux ordres. Pour Honnêtement, moi, c'est un mystère. moi, ça me... Là, ils sont payés, Là- j'imagine, c'est ça Oui, qui mais, fait que... mais attends, l'État doit plein d'argent aux policiers. Tu te souviens, Ouais, c'est vrai. au moment des Gilets jaunes, ils avaient des heures, Oui, mais et après- ils étaient payés 92 centimes de l'heure. Après, la police, c'est comme tout, c'est un organe qui va mourir avec l'État, je pense. Non, Je crois pas, moi. Non, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé là justement que l'Élysée, enfin le gouvernement a failli tomber au moment des Gilets jaunes, mais il y a eu un deuxième épisode, c'était au moment justement quand les policiers se sont mis en grève. Et il se trouve que je les avais accompagnés dans leur manifestation, et la manifestation, à un moment donné, elle a bifurqué sur leur rue de Rivoli, et ils étaient véritablement, certains, on va sur l'Élysée. Et à nouveau, devant l'hôtel Crillon, juste avant l'entrée sur l'avenue Gabriel, il y avait, donc à 2 mètres de l'Élysée, techniquement, là, il y avait 300 CRS qui étaient prêts, effectivement, à tabasser les policiers. C'est intéressant. Voilà. Donc on voit bien qu'en fait le gouvernement aujourd'hui ne tient qu'avec les compagnies, par les compagnies républicaines de sécurité. Et pourtant les compagnies républicaines de sécurité sont extrêmement malmenées. Moi j'ai eu un témoignage d'un CRS dans une conférence qui est venu me dire quand il y avait la jungle à Calais. Oui. Ils préviennent, on va évacuer tout ça, les mecs viennent avec les autobus, ils évacuent les migrants, les CRS sont logés dans un hôtel, ils rentrent le soir, les migrants étaient logés dans le même hôtel. Non mais tu imagines. Je rêve. Non, mais je rêve. Non mais c'est surréaliste. Non, mais c'est surréaliste. Ouais, Quelle année totalement surréaliste. Bon, c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 5 ans. Ah, il y a 5 ans. Il y a 5-6 ans. Je sais pas, c'était peut-être sous Sarko quand même la jungle. Non, ça a duré longtemps, sous Hollande plutôt. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs Non, ça a duré longtemps. Mais en tous les cas, ça c'est une réalité. Et les CRS, il y a énormément de divorces chez les CRS. Et pourquoi ils continuent ? Parce qu'ils touchent l'équivalent de ce qu'on appelait les ISC, IAT, les frais de déplacement, des frais de mission en plus, qui améliorent un petit peu, parce que grâce à ça, ils peuvent payer les pensions alimentaires. Non mais tu imagines le stade où on en est rendu. Et moi je crois que on est à
un micron que tout bascule, en fait. On a quand même des généraux qui aimeraient mettre le général de Villiers sur le devant de la scène. Quand même, c'est quand même pas rien. Ça, c'est pas un signal faible que ça arrive, ça. C'est quand même pas rien. Donc, évidemment, les policiers, les gendarmes, évidemment que pour l'instant, ils continuent à obéir, mais là aussi, à force parce que eux aussi sont humiliés, il faut pas oublier cette chose-là. Ils sont humiliés par Emmanuel Macron et en plus par une partie de la classe politique. Est-ce que ça veut dire que il faut en réalité attendre que la France soit la Grèce pour qu'il y ait un sursaut? Mon sentiment, c'est que la Grèce a été leur laboratoire d'essai et que techniquement, comme les Grecs n'ont pas réussi à déclencher une révolution, il va se passer exactement la même chose pour la France. En ce moment, je plutôt à 60%. J'espère que je me trompe sur cette piste-là. Sauf si du jour au lendemain, effectivement, tous les distributeurs automatiques de billets s'arrêtent. Voilà. Et on voit que aujourd'hui, les banques sont en train de supprimer d'ailleurs leurs distributeurs automatiques de billets. Il y en a de moins en moins. Puisqu'il y en a de moins en moins. Et puis la différence avec la Grèce de 2010, c'est qu'il y a aussi de moins en moins d'agences. Donc il y aura de moins en moins d'endroits où aller gueuler à la banque pour dire Mais justement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait c'est une course de vitesse, c'est Davos contre nous. C'est la raison pour laquelle ils veulent justement imposer la reconnaissance faciale, etc. Et surtout vous empêcher de retirer votre argent de la banque. Je rappelle quand même, c'est mon secteur là pour le coup. Donc en Grèce il s'est rien passé. Et donc, si on transpose, ça veut dire que 50% des jeunes Français iront s'installer à l'étranger. Voilà. On va perdre. J'en ai parlé avec toi la dernière fois. Varoufakis a constaté que tous les étudiants en médecine qui ont obtenu leur diplôme en juin dernier, eh bien la moitié d'entre eux, donc quand même payés par le gouvernement grec, c'est pas rien, 7 ans d'études, sont partis dans les pays du Golfe, en Afrique, etc., où ils avaient un avenir, alors qu'en Grèce il n'y a pas d'avenir et ils sont endettés jusqu'en 2060. 4, exactement. Donc ça sera la même chose pour nous, puisqu'on est endetté à 130-140%. On est dans la même situation que la Grèce aujourd'hui. D'où tous les impôts, taxes, qui sont en train de nous imposer. Et c'est pas fini. L'année prochaine, ça sera pire. Oui, bien sûr. Mais quand je dis aux gens, enlevez votre argent des banques, ils vont tout vous prendre. Les gens ne le croient pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils répondent? Non, ils disent non, ils bougent pas en fait. Ils ont l'impression, si tu veux, c'est tellement gros qu'ils peuvent pas le croire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ils peuvent pas le croire. Voilà. Alors que c'est pourtant... Tu ne peux pas croire que le gouvernement te veuille du mal. Voilà. Alors que pourtant, quand on te dit à partir de 200 €, tu dois dire... alors moi, j'ai un conseil à donner aux gens. Si vous voulez retirer de l'argent au-dessus de 200 €, vous dites à la dame, écoutez, je vais le jouer au casino. Voilà, terminé. Aujourd'hui, les gens vont... pognon quand même. Mais, attends, c'est l'humoriste Naïm. Oui, il est formidable. Il y a peut-être une semaine, il a fait un sketch là-dessus, mais je pense, c'est du vécu. Oui. C'est-à-dire qu'il a voulu prendre, 400 € ou 500 €. La banquière lui a demandé c'est pourquoi faire. Et là, il a pété un plomb. Moi, je sais pas si on peut mettre un extrait de son sketch, mais c'est tout à fait extraordinaire. Oui. Là, on est. Je veux dire, si les humoristes maintenant commencent à dénoncer ce que je dénonce depuis des années avec le contrôle des banques, parce que contrôler l'argent des gens, c'est les contrôler. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Tu contrôles leur porte-monnaie. D'ailleurs, le porte-monnaie de la France ne nous appartient plus. Il est à Bruxelles. Donc, chaque fois qu'on veut dépenser de l'argent pour les agriculteurs, on a le ministre de l'Agriculture. Ah oui, mais il faut que je demande la permission de Bruxelles. D'où l'utilité du Frexit. Mais vous avez touché un point qui est excessivement important. C'est que les gens n'ont pas encore switché dans l'esprit que, en effet, on est... dans une situation peut-être que nos générations n'ont pas connue. Par exemple, rappelle-toi, lorsqu'on a fait cette émission sur les centres commerciaux, j'ai toujours des gens qui me disent « Ouais, mais t'as dû prendre un jour où il n'y avait personne. » Ah oui, non, mais t'as toujours des les gens... pisse-froid. Oui, mais les gens, on dirait on montre une preuve. Ils ne veulent pas la voir, c'est ce qu'on a dit. Ils ne veulent pas cette réalité. Ça n'entre pas dans leur réalité.
de compréhension. Même quand on voit, enfin moi j'habite en campagne, je vois quand même bien le nombre de commerces qui sont vacants, ou qui ont été transformés en appartements. Mais enfin avant il y avait des commerces partout, il y avait des petits commerces partout. Il n'y a plus rien. Il reste plus qu'une boulangerie. Quand il reste un bureau de poste où l'informatique n'est pas en panne, eh bien ça fonctionne que le matin. Non mais c'est on est dans un pays, c'est le tiers-monde, quoi. Mais c'est le programme des organisations supranationales qui disent que, et notamment Yuval Harari qui disait que tous les petits commerces là, tout ça, il y en avait pas besoin. Non, mais si les Champs-Élysées, c'est du menu frottin. Non mais si les Champs-Élysées, ça fonctionne pas, il y a rien qui peut fonctionner. Faut dire les choses. Je vois pas ce qu'il y a mieux. J'ai un autre exemple. Pardon, juste parce que ça va dans. Je me souviens de une nouvelle fois, directive Goldman Sachs. Là, on est en 2010, 2009-2010 hein, de mémoire. Et Goldman Sachs, les analystes étudient l'Italie. Et ils ont constaté, en fait, en Italie, il y a trop de petits commerces familiaux. C'est-à-dire que la trattoria, le marchand de glace, il y a papa, maman, la grand-mère, la cousine, etc. Tout ça, c'est nous devons supprimer toute cette organisation de petits commerces familiaux parce que sinon Starbucks et compagnie ne pourront pas s'y installer en Italie. Il y a un déficit d'installation de Starbucks et de McDo en Italie. C'était l'analyse de Goldman Sachs. Donc on voit bien que ça a été acté puisque aujourd'hui en France également les petits commerces ont disparu. Littéralement. Ah oui, c'est mettre à mal les dynasties familiales qui ont travaillé pendant parfois plus de 100 ans pour construire quelque chose qui représente la France en plus. Attention, parce que c'est quand même des entreprises familiales comme ça, c'est patrimonial. Eh bien, quand Yael Braun-Pivet dit l'héritage, ça fait partie de ce plan de destruction de tout ça. Absolument. Et d'ailleurs, combien de grandes maisons de Bordeaux, de vin, hein, de vignobles, combien de grandes maisons de champagne en Marne, etc., dans la Marne, sont passées dans des mains étrangères. Oui. Chez les Japonais, les Chinois et ainsi de suite. Donc vous n'aurez plus rien et serez heureux. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait ça va appartenir à des étrangers. C'est quand même incroyable. Mais oui, mais... Attends, et juste, pardon, je referme le tiroir. C'est-à-dire qu'en fait, ces maisons familiales, des champagnes qui étaient là depuis 200, 300 ans, en fait, à cause des impôts que l'administration française leur impose dans les transmissions, justement, eh bien, eux, ils disent, moi, je préfère vendre, sinon je me fais massacrer. Et c'est volontaire. Ces taxes étaient volontaires. Et c'est comme ça qu'on voit nos entrepreneurs français qui sont en train de quitter la France. Qu'est-ce qui est resté des Gilets jaunes ? Moi, je pense que ce qui reste des Gilets jaunes, c'est important parce que c'est le fait, justement, que nous demandions des comptes au gouvernement. Et là, on voit que ça les embête grandement. Et ça, ce n'est que le début. Parce que quand les gens... Enfin, si les gens savaient tout, déjà, il y a longtemps que tout le monde serait dans la rue. Mais quand les gens vont commencer à savoir, on déroule la pelote de laine, là, en ce moment. Et quand les gens vont se rendre compte, oui, mais ils ont fait ça avec notre pognon. Mais le consentement à l'impôt, il est terminé. Oui, mais s'ils savent et qu'en fin de compte, ils sont dans le déni. Donc, parce que là, visiblement, ils sont encore dans le déni. Oui, mais il y aura... moi, personnellement, je pense que ça va... Tout le monde n'est pas dans le déni. La preuve, c'est qu'on a eu les Gilets jaunes. Voilà. Quand même. Et qui a quand même été extrêmement suivi. 80% de la population était avec les Gilets jaunes. Oui, mais après, il y a eu un épisode qui a fait que les gens... c'est la crise sanitaire. Je suis d'accord. Je me demande même... Je vais vous dire quelque chose, je vais être ultra complotiste. Je me demande même si l'injection n'est pas aussi un peu rentrée dans les cerveaux. Mais véridique, s'il n'y a pas dans l'ARN machin, là, quelque chose qui rentre dans la tête et qui fait que ça rend les gens complètement endormis. Alors ça... Endormis, plutôt énervés, je pense. Moi, je pense que le jour où Emmanuel Macron dit « nous sommes en guerre ». Le discours qui a été employé, c'est un discours hypnotique. Et donc la population, la preuve, puisque quand il a dit il va y avoir un vaccin à 3,5 millions de personnes qui s'inscrivent sur Doctolib parce qu'ils pensent que... je ne sais pas si tu vois le degré de manipulation mentale qu'il faut pour faire ça.
eh bien, ils sont toujours hypnotisés, les gens. Sauf des gens comme nous qui ne sommes pas réceptifs à ces discours. Mais on est suffisamment nombreux pour ouvrir les yeux aux gens. Non, mais tu imagines l'état du pays. Et là, moi, Emmanuel Macron et toute l'équipe qui a mis le pays dans cet état, ça sera ni oubli, ni pardon, je te garantis. Mais ça démontre jusqu'où va le régime, quand même. Mais Non, oui. non, mais Macron est devenu fou, c'est clair. Il a perdu la tête, là. Il a perdu la tête. Mais il perd la tête, pourquoi? Parce qu'il n'est pas serein? Ah bah non, moi je suis Non, puis l'affaire certaine. Brigitte, ça a pris de telles proportions Ils que sont pas sereins, oui, ça c'est il clair. nous hait, littéralement. Il hait le peuple français, là. Ben justement, moi je suis quand même assez fier que cette affaire Brigitte soit allée jusqu'où elle est allée. Tu as contribué. Ah oui, j'en suis assez fier pour le coup, parce que les soirées là de journalistes alternatifs, machin, les gens se foutaient bien de ma gueule, hein. Et là, j'en suis quand même assez fier de dire ouais, Mike, quand même, tu fais le caniveau. Pourquoi tu continues à faire le caniveau? Mais non, mais alors que franchement, tout ça pourrait être réglé en 2 temps 3 mouvements. Ah, il aurait pu le régler tout de suite. Bah Moi, bien sûr, bien Mais quand sûr. on peut pas le régler, on franchement. peut pas le régler, hein. Non, mais j'aurais ça été aussi. dire comme de l'Élysée, mais attends, l'affaire a été réglée tout de suite. oui. Ça veut pas, Bien sauf sûr. si effectivement il y a un problème. Voilà, là, tu peux pas le régler. Là, tu Il y peux a pas un le régler. problème. C'est quelque chose Tu en peux pas le trop, régler. tu peux pas la régler, hein. Mais non, mais c'est bien la preuve que, en fait, ils ne veulent pas rendre des comptes sur ce que les gens sont en train... Enfin, là, quand même, il suffit d'avoir du discernement. Moi, je suis une femme. Justement, ils t'en parlent chez toi de cette affaire? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Il y en a qui me disent, bah, ils veulent pas trop y croire, quoi. Pareil? Ah bah Ils oui. veulent pas y croire. Non, ils veulent pas trop y croire. Et puis il y en a qui disent, mais arrête. En tout cas, ils savent que ça existe. De toute façon, on s'en fout si c'est un homme ou une femme, ça changera rien. Ah ben non, ça changera rien. Ça changera seulement qu'on nous a menti. Et comme de toute façon, les quinquennats de Macron ne sont basés que sur des mensonges, eh bien, rien n'est à leur pardonner. Enfin, ça change rien. Ces mêmes gens auraient pas voté s'ils connaissaient la vérité. Enfin, Ah, ça, c'est clair. Non, non. Ils n'auraient pas Sans voté pour doute. lui. Indépendamment Voilà. du chantage des services d'espionnage Voilà. de différents pays, hein, ça va de soi. Mais moi, j'ai rencontré dans mes dédicaces des parents d'élèves qui ont rencontré Brigitte Macron à Amiens, etc., et d'autres qui la connaissent, et ils me disent tous, c'est une femme. Tous. Ouais. Donc voilà, c'est. Oui, bah je tiens à le préciser, c'est vrai, et que c'était une super prof. Voilà. C'est ce que les parents d'élèves m'ont dit. Moi, j'ai un copain Hubert Padovani, pour pas le citer, qui l'a rencontré à plusieurs reprises. Il m'a dit, mais Jova, tu déconnes, c'est une femme, ainsi de suite. Bon, bah, Moi, j'ai réglons- jamais rencontré Non, mais- Brigitte Macron personnellement. Mais franchement, mais réglons ce problème Voilà, et il qu'on faut n'en le régler. parle plus, terminé. Voilà, il y a un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire que là, en fait, ça me fait penser à l'affaire Benalla, épisode 1, épisode 2. C'est ça. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. C'est quand même Alors, pas compliqué. Dernière Bah, ça, question. c'est un sujet qui part à fond.